Aristote. Ce nom résonne à travers les siècles comme l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Mais qui était vraiment cet homme qui a marqué la philosophie à tout jamais? Dans cette vidéo, nous allons retracer son parcours fascinant, depuis son enfance modeste dans la ville de Stagir jusqu'à devenir l'un des maîtres de la pensée antique. Aristote a bouleversé les idées de son époque et fondé des disciplines qui influencent encore notre manière de penser aujourd'hui. Vous allez découvrir ses débuts, son apprentissage auprès de Platon, ses années passées à enseigner et à analyser la nature, mais aussi son rôle essentiel dans la formation d'Alexandre le Grand. Ne partez pas. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de notre exploration de la vie d'Aristote. Allez, on commence. Aristote naît en 384 avant J.C. à Stagir, une petite ville située dans le nord de la Grèce, dans la région de Macédoine. Son père, Nicomaque, était médecin à la cour du roi Amyntas II, un rôle qui l'aura sans doute marqué tout au long de sa vie. Mais loin des grandes cités comme Athènes, Stagir était une ville plus tranquille, presque reculée, ce qui aura une influence profonde sur la manière dont Aristote percevra le monde. Son père, Nicomaque, est l'une des premières grandes figures à influencer Aristote. En tant que médecin de la cour, Nicomaque avait un savoir profond sur le corps humain et la médecine, un savoir fondé sur l'observation, la pratique et l'expérimentation. Ces principes seront plus tard adoptés par Aristote dans ses recherches philosophiques, notamment dans ses études sur la biologie et la nature humaine. Si Aristote ne suivra pas la voie de la médecine, l'approche méthodique de son père le marquera profondément et lui servira de modèle pour son propre travail de philosophe. Cependant, Aristote perd son père très tôt, alors qu'il n'a que 13 ans. C'est un moment crucial dans sa vie, car cela bouleverse sa famille et le propulse dans un monde où il devra compter sur lui-même. Après la mort de son père, Aristote est envoyé à Atarnée, une autre ville de la région où il vit avec son tuteur Proxène. Cette période de transition, marquée par la perte et l'adaptation, forge encore davantage le caractère du jeune Aristote, le poussant à chercher des réponses plus profondes sur le monde qui l'entoure. C'est à cette époque qu'il commence à s'intéresser aux sciences naturelles. Très tôt, Aristote est attiré par l'observation de la nature. La campagne macédonienne, avec sa flore et sa faune variée, offre à un esprit curieux comme celui d'Aristote un terrain d'observation sans fin. Il développe un goût pour l'étude des animaux, des plantes et des phénomènes naturels, ce qui deviendra l'une de ses plus grandes passions. Il commence à compiler des observations, à classifier les espèces et à chercher à comprendre les principes qui régissent le monde vivant. Cette inclination pour la nature se combine avec un intérêt croissant pour la philosophie, une discipline qui devient pour Aristote le moyen de répondre aux questions essentielles sur l'existence, la morale et la place de l'homme dans l'univers. Aristote n'est pas seulement un observateur des phénomènes physiques, il est aussi un chercheur de sens, toujours à la recherche de vérités universelles. Ce double intérêt pour la nature et la philosophie l'amènera à développer sa propre méthode de réflexion, plus empirique et plus systématique que celle de ses contemporains. Lorsque Aristote atteint l'âge de 17 ans, son destin prend un tournant décisif. Il quitte sa terre natale et se rend à Athènes pour étudier à l'Académie de Platon, fondée par le grand philosophe. Mais avant cela, il fait une halte à Milet, où il rencontre un autre philosophe important, Anaximandre. Ce dernier lui montre que la philosophie ne consiste pas seulement à réfléchir abstraitement, mais qu'elle doit aussi chercher à comprendre la réalité à travers l'expérience et l'observation. Aristote commence à prendre conscience que la philosophie ne doit pas se contenter de spéculations, elle doit également se fonder sur des faits concrets et des données tangibles. C'est au contact de ces divers penseurs et influences que la pensée d'Aristote commence à se former. Ses premières années à Stagir, marquées par un environnement naturel riche et une éducation rigoureuse, posent les bases de la pensée d'un philosophe qui sera capable de relier les différentes branches de la connaissance, de la biologie à l'éthique, en passant par la politique et la métaphysique. Les influences de son père, de la nature environnante et de ses premières rencontres intellectuelles à Athènes préparent le terrain pour l'émergence d'un esprit curieux, rigoureux et novateur, qui n'aura de cesse de chercher la vérité sous toutes ses formes. Il est intéressant de noter que, même à cette époque, Aristote commence à définir une approche propre de la philosophie. Tandis que Platon privilégie les idées et les formes abstraites, Aristote, lui, se tourne vers l'observation et l'analyse du monde matériel. Cette différence fondamentale entre les deux penseurs marquera l'un des principaux aspects de la pensée aristotélicienne.
une philosophie qui repose sur les faits et les réalités tangibles plutôt que sur des spéculations purement théoriques. En grandissant, Aristote devient peu à peu un philosophe complet, cherchant à comprendre tous les aspects de l'existence humaine et naturelle. Ses premières années à Stagir, influencé par son père, par la nature et par les enseignements qu'il reçoit tout au long de son parcours, lui permettent de forger une vision du monde profondément empreinte de curiosité scientifique et d'une volonté inébranlable de chercher des réponses à ses nombreuses questions. C'est ce mélange d'intuition, d'observation et de logique qui deviendra la marque de fabrique de la philosophie aristotélicienne. Aristote ne se contente pas de rêver d'abstraction, il s'engage activement dans l'étude du monde, et c'est ainsi qu'il commence à se forger la vision du monde qui fera de lui l'un des plus grands philosophes de l'histoire de l'humanité. À l'âge de 17 ans, Aristote quitte sa ville natale de Stagir pour se rendre à Athènes, le cœur intellectuel de la Grèce antique. C'est là qu'il intègre l'Académie de Platon, l'école fondée par le grand philosophe lui-même. Athènes, à cette époque, est le centre névralgique de la philosophie, et l'Académie de Platon attire les esprits les plus brillants du monde méditerranéen. Aristote y trouve un terrain fertile pour développer ses idées, mais il se rendra rapidement compte que la pensée de Platon, aussi brillante soit-elle, ne répond pas à toutes ces interrogations. Sous la direction de Platon, Aristote se plonge dans les enseignements sur les formes idéales et abstraites. Platon prône l'existence d'un monde des idées, séparé du monde matériel, et c'est cette vision qui gouverne l'Académie. Les idées de Platon reposent sur l'idée que la réalité ultime est une réalité non matérielle, une réalité des formes parfaites, qui ne peuvent être perçues que par la raison pure au-delà des sens. Aristote, cependant, commence à éprouver des doutes. Bien qu'il soit un élève assidu, il remarque une lacune dans la philosophie platonicienne, la séparation radicale entre le monde sensible et le monde des idées. Aristote est en effet convaincu que les idées, bien qu'abstraites, n'existent pas indépendamment du monde matériel. Pour lui, les formes ne peuvent être dissociées des objets concrets. Elles doivent être intégrées dans le monde physique et non placées dans un domaine séparé et inaccessible. Cette critique sera l'une des pierres angulaires de la pensée aristotélicienne, et il s'en servira pour forger sa propre conception de la réalité. Aristote se distingue ainsi de Platon dès ses premières années à l'Académie. Tandis que Platon voit dans le monde des idées la seule réalité véritable, Aristote se tourne vers l'étude du monde physique et cherche à comprendre la nature des choses à travers l'observation et l'expérience. Cette divergence marquera toute sa carrière philosophique et l'amènera à remettre en question une partie importante de l'enseignement de son maître. Malgré ces divergences, la relation entre Aristote et Platon est marquée par une grande admiration de la part du premier pour le second. Aristote reconnaît chez Platon un génie incontestable, et c'est dans cette académie qu'il forge les bases de sa propre pensée. Platon l'initie à la philosophie, l'introduisant à des concepts essentiels qui, bien que rejetés plus tard par Aristote, lui serviront de tremplin pour sa propre réflexion. La logique de Platon, par exemple, influence fortement la formation de la pensée logique d'Aristote, qui développera un système plus rigoureux et plus empirique. Il est important de noter qu'Aristote n'est pas le seul élève de Platon à ressentir cette tension. Plusieurs autres élèves se sont également éloignés de la vision platonicienne. Cependant, Aristote va plus loin que les autres, en construisant un système philosophique complet et cohérent qui s'oppose de manière directe à celui de son maître. Cette approche sera particulièrement frappante dans ses travaux ultérieurs sur la métaphysique, la logique et la science. Durant ses années à l'Académie, Aristote s'intéresse également à d'autres domaines de la philosophie. Il se plonge dans l'éthique et la politique tout en poursuivant ses études sur la nature. Son esprit curieux le pousse à explorer des questions profondes sur la réalité, le sens de la vie et les principes moraux qui devraient guider l'existence humaine. Il cherche à savoir comment les hommes doivent vivre, comment ils peuvent atteindre le bonheur et la vertu, et comment les sociétés doivent être organisées pour promouvoir le bien-être général. Bien qu'il se trouve dans l'ombre de Platon, Aristote commence à faire ses propres recherches et à développer sa propre méthode de pensée. Là où Platon prône l'introspection intellectuelle et la contemplation des idées, Aristote veut une approche plus concrète. Il veut comprendre le monde à travers l'observation, la classification, l'analyse. Pour lui, la vérité ne réside pas dans un monde abstrait, mais dans le monde réel, observable, qui nous entoure. Une fois l'Académie de Platon fermée, après la mort de son maître,
Aristote se trouve dans une position unique. Il a reçu une éducation philosophique d'une profondeur inégalée, mais il est désormais libre de penser par lui-même. Il a absorbé les enseignements de Platon, mais il est aussi convaincu qu'il doit aller plus loin et établir une philosophie nouvelle. Ces années passées sous l'influence de Platon ne sont pas un simple prolongement de cette pensée. Elles ont été le terreau où une nouvelle pensée, plus empirique et systématique, a pris racine. Pendant ces années à l'Académie, Aristote écrit également plusieurs travaux, qui resteront inachevés ou inconnus, mais qui marqueront néanmoins ses futures recherches. Il commence à mettre en place un ensemble de théories sur la logique, la biologie, l'éthique et la politique, qu'il développera de manière beaucoup plus détaillée dans ses écrits plus tardifs. Ses premières années à Athènes sont déterminantes pour la constitution de son système philosophique et marquent le début d'un chemin intellectuel qui ne cessera de croître et de se diversifier. Ainsi, Aristote quitte l'Académie en ayant non seulement acquis une connaissance approfondie des idées de son maître, mais aussi une vision claire de ce qu'il voulait en faire. Il ne cherchera pas à se contenter des réponses de Platon, mais à aller au-delà, en enrichissant, transformant et parfois en renversant les théories de ce dernier. Cette liberté intellectuelle, ce désir de comprendre la réalité sous toutes ses formes, seront les moteurs de la pensée d'Aristote pour le reste de sa vie. Il ne se contentera pas de suivre un maître, mais il deviendra lui-même un maître, un inventeur d'idées qui changeront à jamais le cours de l'histoire de la philosophie. Après la mort de Platon en 347, avant J.C., Aristote quitte l'Académie, et bien qu'il soit désormais libre de poursuivre sa propre voie, il choisit de ne pas retourner immédiatement à Athènes. Au lieu de cela, il se rend à Assos, une ville située sur la côte de l'Asie mineure, près de l'actuelle Turquie, pour entreprendre un voyage intellectuel qui marquera un tournant décisif dans sa carrière. Il y rejoint son ami et mécène Hermias, un ancien élève de Platon qui gouvernait cette région. C'est dans cette petite cité d'Assos qu'Aristote commence à développer ses idées de manière plus concrète et à poser les bases de son approche scientifique. Loin de l'ombre de Platon et de l'Académie, Aristote trouve un environnement plus propice à la réflexion personnelle et à l'élargissement de son champ d'études. Dans cette région, il commence ses premières recherches systématiques en biologie qui deviendront l'un des aspects les plus remarquables de son œuvre. Les études d'Aristote sur la biologie et la nature commencent dès cette période. Il se distingue par sa méthode d'observation, qui est nettement plus empirique que celle de ses prédécesseurs. Il commence à étudier les animaux, à les classer selon leurs caractéristiques physiques et comportementales, et à observer leur mode de vie. Cette approche, qui repose sur l'observation minutieuse et la collecte de données concrètes, deviendra l'un des principes fondamentaux de sa pensée scientifique. Aristote fait des découvertes majeures dans ses recherches biologiques. Il commence à observer la reproduction des animaux, à étudier leur anatomie et leur physiologie, et à distinguer des catégories d'animaux en fonction de leurs caractéristiques. Par exemple, il développe des catégories distinctes pour les animaux marins et terrestres, et il commence à introduire l'idée de la cause matérielle et formelle dans l'étude de la nature. Il est un pionnier dans la classification des espèces animales et des plantes, et il pose les bases de la biologie en tant que science systématique. Ses observations et ses classifications, bien qu'encore rudimentaires selon nos standards modernes, sont remarquablement avancées pour leur époque. Aristote est fasciné par la diversité des formes de vie et cherche à comprendre comment chaque être vivant s'adapte à son environnement. Ses recherches en biologie sont d'ailleurs parmi les premières à traiter de la classification scientifique des organismes, bien avant que les théories modernes sur l'évolution ne voient le jour. À Assos, Aristote rencontre également plusieurs philosophes et scientifiques locaux qui partagent son intérêt pour l'observation de la nature. Ces échanges intellectuels contribuent à l'affinement de ses idées, et Aristote commence à forger une approche plus complète et systématique de la connaissance. Il développe une méthode qui, contrairement à celle de Platon, ne se contente pas de spéculer sur des principes abstraits, mais qui repose sur des faits observables et vérifiables. Cependant, cette période de recherche à Assos ne dure pas indéfiniment. Environ 3 ans après son arrivée, Aristote se rend à Mytilène, une autre ville de l'île de Lesbos. C'est là qu'il poursuit ses travaux scientifiques et philosophiques, approfondissant son étude de la nature et des phénomènes biologiques. Il y poursuit ses recherches sur la faune, notamment en observant les comportements des animaux marins. Il observe également les végétaux et la croissance des plantes,
en étudiant les processus de génération et de développement. Ces travaux constituent un avant-goût des théories biologiques qu'il affinera plus tard dans ses écrits. À Mytilène, Aristote rencontre un autre grand penseur de son époque, Théophraste, un étudiant de Platon et futur disciple d'Aristote. Ensemble, ils travaillent sur des études approfondies sur la nature, en particulier sur la classification des plantes. Théophraste, considéré comme le père de la botanique, bénéficiera grandement des recherches d'Aristote et continuera ses travaux sur la biologie après la mort de son maître. Au cours de cette période, Aristote écrit plusieurs traités, dont certains ont survécu et sont devenus des œuvres fondamentales dans le domaine des sciences naturelles. Parmi ses plus célèbres travaux, on trouve De l'âme, Sur l'âme et Histoire des animaux, deux ouvrages dans lesquels il explore les différentes fonctions de l'âme et du corps chez les animaux, ainsi que les différences anatomiques et comportementales entre les espèces. Ce dernier ouvrage est particulièrement important car Aristote y présente des observations détaillées sur une grande variété d'animaux, de poissons, de reptiles et d'oiseaux, et fournit des descriptions précises de leur mode de vie. En plus de ses recherches biologiques, Aristote commence également à s'intéresser à l'éthique et à la politique. Ces deux domaines, bien que distincts, sont liés dans sa pensée par une préoccupation commune, comprendre comment l'homme peut mener une vie bonne et juste. Aristote croit fermement que l'éthique ne doit pas se limiter à des spéculations abstraites, mais qu'elle doit être enracinée dans la réalité de la vie quotidienne. Tout comme il observe le monde naturel, il cherche également à observer et à comprendre les comportements humains. Son approche de l'éthique, qui se développera pleinement dans ses œuvres, ultérieures comme l'éthique à Nicomaque, se distingue par son caractère pratique et réaliste. Aristote ne cherche pas à définir des idées universelles de la vertu ou du bonheur, mais il insiste sur l'importance de l'expérience concrète et de l'éducation morale dans la formation du caractère humain. Selon lui, la vie bonne ne se trouve pas dans l'adhésion à des principes théoriques, mais dans l'action vertueuse et la pratique quotidienne de la vertu. Ainsi, à Assos et Mytilène, Aristote continue de nourrir ses recherches sur la biologie et l'éthique, mais aussi sur des sujets plus vastes comme la logique et la métaphysique. Ces années de voyage et d'études à travers la Grèce antique le préparent à jouer un rôle déterminant dans l'histoire de la philosophie et de la science. Il devient un penseur plus indépendant et plus sûr de lui, prêt à affronter les défis intellectuels qui l'attendent dans les années à venir. C'est en partie grâce à ses voyages et à ses recherches sur le terrain qu'Aristote parviendra à forger une philosophie qui liera étroitement la théorie et la pratique, le monde des idées et celui de la nature. Après plusieurs années d'études et de voyages à Assos et Mytilène, Aristote retourne en Macédoine, sa terre natale, en 343 avant J.C., à la demande du roi Philippe II. Ce retour en Macédoine marque un tournant décisif dans la vie d'Aristote. Le roi, impressionné par la réputation grandissante du philosophe, lui propose de devenir le tuteur de son fils, Alexandre, âgé alors de 13 ou 14 ans. Ce rôle de mentor va non seulement marquer profondément la vie d'Aristote, mais aussi avoir une influence décisive sur le futur conquérant du monde. Le jeune Alexandre, fils de Philippe II et de la reine Olympias, était déjà un garçon brillant et curieux, mais il manquait encore de formation académique et philosophique. Philippe II, stratège accompli et roi visionnaire, comprend que l'éducation de son fils doit être à la hauteur de ses ambitions pour le futur. Il voit en Aristote l'homme idéal pour façonner l'esprit de son héritier et le préparer à diriger un empire. Il est donc tout naturel que le roi fasse appel au grand philosophe pour transmettre à Alexandre les savoirs et les valeurs qui pourraient l'aider à gouverner et à conquérir. Aristote accepte cette mission prestigieuse, mais il n'est pas seulement le précepteur d'un prince, il devient aussi un modèle intellectuel et moral pour le jeune Alexandre. En tant que tuteur, Aristote ne se contente pas de dispenser des connaissances sur la philosophie ou la science. Il s'efforce également de former le caractère du prince, de lui transmettre les principes de la vertu et de l'éthique. Mais plus encore, Aristote voit en Alexandre une occasion unique d'appliquer ses théories philosophiques à un contexte politique et militaire. Le jeune Alexandre, déjà reconnu pour ses talents exceptionnels, va non seulement recevoir des enseignements académiques, mais aussi un cadre de pensée qui orientera ses actions futures. Aristote enseigne à Alexandre une vaste gamme de sujets, allant de la philosophie à la géographie, en passant par les sciences naturelles, la politique et l'éthique. Leur relation est marquée par des discussions profondes et stimulantes
qui façonnent la manière dont Alexandre verra le monde et sa place en lui. L'un des sujets les plus marquants est l'étude de l'histoire, de la politique et des stratégies militaires. Aristote, qui a développé une grande compréhension des sociétés humaines et des principes qui gouvernent la politique, propose à Alexandre une réflexion sur la manière de gouverner, de maintenir l'ordre et de conduire des batailles. Il lui transmet des leçons sur l'importance de la justice et de la sagesse dans le leadership, des valeurs qui, plus tard, guideront Alexandre tout au long de ses campagnes. Mais Aristote ne se contente pas d'une simple éducation intellectuelle. Il est aussi un guide moral pour Alexandre, l'aidant à se forger une vision du monde fondée sur l'équilibre entre la force et la raison. À travers ses enseignements, Aristote incite Alexandre à être non seulement un grand conquérant, mais aussi un dirigeant éclairé et réfléchi. Dans ses écrits, Aristote met en avant des principes de gouvernance juste et de responsabilité morale, des valeurs qu'il partage avec Alexandre et qui façonneront ses décisions lorsque celui-ci se retrouvera à la tête d'un empire immense. L'une des influences les plus notables d'Aristote sur Alexandre est l'idée d'une gouvernance fondée sur la vertu. Alors que d'autres dirigeants se concentraient principalement sur la conquête, Aristote enseignait à son élève l'importance de l'éthique dans la politique. Pour Aristote, la politique n'est pas seulement une question de pouvoir, mais aussi de bien-être commun et de justice. Ces idées influencent profondément la manière dont Alexandre aborde son rôle de roi, bien que, plus tard, il soit parfois critiqué pour ses actions autoritaires et son ambition dévorante. Un autre aspect de l'éducation d'Alexandre par Aristote est son influence sur la vision du monde du futur roi. Alexandre était déjà un jeune homme passionné par la culture grecque, et c'est sous l'influence d'Aristote qu'il développe un goût profond pour la philosophie et les arts. Le philosophe lui transmet l'œuvre des grands poètes, comme Homère, qui marqueront la vie d'Alexandre. Ce dernier se passionne pour les récits de héros et de conquêtes, et il s'en inspire dans ses propres aventures. Il devient, selon certains historiens, obsédé par l'idée de l'immortalité à travers ses conquêtes et ses actions. Aristote, par son enseignement, renforce cette soif de gloire et de grandeur, tout en l'enracinant dans un idéal plus vaste de culture et de savoir. Malgré la profondeur de leur relation intellectuelle, cette amitié entre le philosophe et le futur conquérant n'était pas sans tension. Leurs divergences deviennent apparentes au fil du temps. Aristote, homme de réflexion et de raison, privilégiait un mode de vie fondé sur l'étude et l'analyse, tandis qu'Alexandre, animé par la soif de pouvoir, poursuivait des objectifs beaucoup plus immédiats et mondains. Le philosophe prônait une gouvernance fondée sur la sagesse, tandis qu'Alexandre, pour ses propres raisons, n'hésitait pas à recourir à la violence pour atteindre ses objectifs. L'un des épisodes les plus symboliques de cette relation complexe est l'incident qui survient après la conquête de la Perse par Alexandre. En effet, Alexandre fonde plusieurs villes et promeut la culture grecque dans ses territoires, mais il adopte aussi des pratiques orientales qui semblent aller à l'encontre des idéaux qu'Aristote lui avait enseignés. Ce décalage entre la philosophie d'Aristote et les actions d'Alexandre devient un sujet de tension. Cependant, malgré ces différences, il est évident qu'Aristote a eu une influence déterminante sur la formation du jeune Alexandre. Ce dernier, bien que n'ayant pas suivi à la lettre les enseignements de son maître, a été profondément marqué par ses idées et par la philosophie qu'il lui a transmise. La relation entre Aristote et Alexandre est ainsi marquée par un mélange d'admiration mutuelle et de divergences irréconciliables. D'un côté, Aristote a été un guide et un mentor pour le jeune roi, l'aidant à forger une vision du monde plus éclairée. De l'autre, Alexandre a poursuivi ses propres ambitions, parfois en contradiction avec les valeurs philosophiques de son maître. Néanmoins, il est indéniable que l'éducation donnée par Aristote a façonné l'homme qu'Alexandre deviendrait et l'impact que ses actions auraient sur le monde. Ce rôle de tuteur dans la vie d'Alexandre a une signification bien plus grande qu'un simple enseignement académique. Aristote a semé les graines d'une vision du monde qui aurait un impact majeur, non seulement sur le destin d'Alexandre, mais aussi sur l'histoire du monde antique. Ce rapport, mélange de philosophie, de politique et de conquête, incarne parfaitement la rencontre entre la pensée théorique et la réalité pragmatique du pouvoir. Après avoir quitté la cour macédonienne et vu le succès de son ancien élève Alexandre, Aristote retourne à Athènes en 336 avant J.C. pour fonder son propre centre d'enseignement, le lycée. Ce sera le lieu où il passera les dernières années de sa vie et où il produira l'essentiel de son œuvre philosophique et scientifique. Le lycée n'est pas seulement une école,
c'est aussi un véritable laboratoire de recherche et un centre intellectuel où Aristote, ses élèves et ses disciples mettront en place une approche rigoureuse de la philosophie, des sciences et de la logique. Le lycée se situe à Athènes, mais dans un quartier qui est loin du centre de l'Académie de Platon. Aristote choisit un emplacement près d'un gymnase, un lieu où les citoyens se retrouvaient pour pratiquer des exercices physiques, mais aussi pour discuter de philosophie et d'idées politiques. Ce choix d'emplacement est symbolique, car Aristote cherche à créer un espace où la philosophie et l'activité intellectuelle se mêlent à la vie quotidienne et à la pratique. Le lycée devient ainsi un endroit vivant, propice à la réflexion, mais aussi à l'échange et à l'expérimentation. Fondant le lycée, Aristote adopte une méthode différente de celle de Platon. Là où l'Académie de Platon était orientée vers la contemplation abstraite des idées, le lycée se caractérise par une approche plus empirique et systématique, fondée sur l'observation du monde naturel et l'analyse des phénomènes. Aristote croit fermement que la philosophie ne doit pas se contenter d'abstractions métaphysiques, mais qu'elle doit être fondée sur des faits observables et sur une compréhension détaillée du monde qui nous entoure. Cette approche sera la base de la méthode aristotélicienne, qui combine la recherche systématique, l'observation de la nature et l'analyse logique. Au lycée, Aristote enseigne une grande variété de disciplines, allant de la logique et de la métaphysique à la biologie, l'éthique, la politique et la rhétorique. Mais ce qui distingue le lycée des autres écoles philosophiques de l'époque, c'est l'accent mis par Aristote sur l'organisation des connaissances et sur leur systématisation. Aristote établit des classifications rigoureuses, organise les disciplines en branches distinctes et cherche à mettre en place une méthode d'investigation qui repose sur l'observation, la collecte de données et l'expérimentation. Dans le domaine de la logique, Aristote fait des avancées majeures. Il élabore ce que l'on appelle aujourd'hui le syllogisme, une forme de raisonnement logique dans laquelle une conclusion est déduite à partir de deux propositions, appelées prémices, qui sont jugées vraies. Par exemple, tous les hommes sont mortels, prémisse majeure. Socrate est un homme, prémisse mineure. Donc, Socrate est mortel, conclusion. Le syllogisme devient un outil fondamental de la pensée logique et a une influence durable sur la philosophie et les sciences. Mais l'innovation d'Aristote ne s'arrête pas à la logique. Il introduit également la notion de cause pour expliquer les phénomènes naturels. Selon lui, chaque phénomène a 4 types de causes. La cause matérielle, de quoi est fait un objet, la cause formelle, quelle est sa forme ou structure, la cause efficace, comment il est produit, et la cause finale, quel est son but ou sa fonction. Cette approche permet à Aristote de développer une compréhension plus approfondie des objets et des phénomènes, qu'ils soient naturels ou artificiels. Cette méthodologie est utilisée dans ses études sur la biologie, la physique, la psychologie et même la politique. Dans ses recherches sur la biologie, Aristote met en place une classification des animaux et des plantes en fonction de leurs caractéristiques. Il est le premier à établir une étude scientifique complète des organismes vivants, allant de l'anatomie à la reproduction. Contrairement à ses prédécesseurs, Aristote ne se contente pas de spéculer sur la nature, mais il se rend sur le terrain, observe, décrit et analyse. Par exemple, dans son ouvrage « Histoire des animaux », il fournit des descriptions détaillées de centaines d'espèces animales, en cherchant à classer les différentes espèces en fonction de leurs attributs. L'un des aspects les plus innovants du lycée est la place donnée à la recherche et à l'expérimentation. Aristote croit fermement que la connaissance ne peut être acquise uniquement par la pensée abstraite, mais qu'elle doit être basée sur l'observation et l'expérience directe. C'est ainsi qu'il encourage ses élèves à étudier les phénomènes naturels, à faire des observations sur le terrain et à tester leurs idées par l'expérience. Il organise également des discussions sur des questions pratiques, comme la politique, la morale et l'éthique, et cherche à appliquer ses principes philosophiques à des situations concrètes de la vie quotidienne. Dans le domaine de la politique, Aristote applique sa méthode d'observation à l'étude des constitutions et des formes de gouvernement. Il se distingue de Platon en rejetant l'idée d'un gouvernement idéal abstrait. Au lieu de cela, Aristote étudie les constitutions existantes dans le monde grec et les compare pour en tirer des principes généraux. Dans son ouvrage La politique, il analyse diverses formes de gouvernement, monarchie, aristocratie, démocratie, tyrannie, oligarchie, et explore comment elles peuvent être modifiées pour améliorer la vie de la cité. Il insiste également
sur l'importance de la justice et de la vertu pour le bon fonctionnement de l'État, tout en reconnaissant les imperfections inhérentes aux sociétés humaines. Le lycée devient ainsi un centre intellectuel majeur de l'Antiquité, attirant de nombreux étudiants, parmi lesquels des figures importantes de la philosophie et des sciences, dont Théophraste qui succédera à Aristote à la tête du lycée et Eudème de Rhodes. C'est au lycée qu'Aristote écrit la plupart de ses œuvres, en grande partie sous la forme de cours donnés à ses élèves. Beaucoup de ses écrits ne sont pas des traités achevés, mais plutôt des notes de cours, des discussions philosophiques et des dialogues qui ont été rassemblés après sa mort. Ses œuvres ont été préservées par ses disciples et ont influencé les générations futures de philosophes et de scientifiques. L'impact du lycée et de la philosophie aristotélicienne sur le monde antique et sur l'histoire de la pensée est profond. Aristote est le premier à systématiser les connaissances dans de nombreux domaines, à en faire des disciplines distinctes et à organiser le savoir de manière structurée. Cette approche fondée sur l'observation et l'expérimentation, ainsi que sur l'utilisation de la logique, devient le fondement des sciences naturelles et humaines dans les siècles qui suivront. Son influence se fait sentir non seulement dans les siècles qui suivent sa mort, mais aussi tout au long de l'histoire occidentale, jusqu'à l'ère moderne. Le lycée est ainsi l'expression de l'accomplissement ultime d'Aristote en tant que philosophe. C'est dans ce cadre qu'il forge un système de pensée complet, qui réunit la science, la logique, l'éthique et la politique. Il cherche à expliquer le monde naturel tout en offrant une voie vers une vie humaine plus vertueuse et plus juste. Le lycée reste un symbole de la grandeur de la pensée aristotélicienne et de son ambition intellectuelle, une ambition qui visait à comprendre et à expliquer tout ce qui constitue l'existence humaine et le monde naturel. L'éthique et la politique occupent une place centrale dans la philosophie d'Aristote, qui considère que la philosophie doit être ancrée dans la réalité concrète, dans la vie quotidienne. Ce point de vue le distingue nettement de son maître Platon, dont la philosophie privilégiait l'abstraction et la contemplation des idées parfaites. Pour Aristote, la recherche du bonheur n'est pas un acte intellectuel détaché du monde réel, mais bien une quête pratique qui passe par l'action juste et la vertu au quotidien. Son concept de bonne vie est fondamentalement lié à la manière dont une personne vit et agit dans le monde. Le bonheur, ou eudémonia en grec, est l'objectif ultime de la vie humaine pour Aristote, mais il ne s'agit pas d'un bonheur passager ou d'une satisfaction immédiate. L'eudémonia représente un épanouissement durable, une vie accomplie, qui résulte d'une existence vécue dans la vertu et l'équilibre. Cela ne se trouve pas dans une recherche de plaisir éphémère, mais dans un processus continu d'exercice des qualités morales et intellectuelles. Aristote insiste sur le fait que ce bonheur ne peut être atteint que par l'action conforme à la raison, l'habitude de vivre selon des principes moraux et le respect des vertus. À l'inverse de Platon qui plaçait le bonheur dans un monde des idées, Aristote en fait un objectif concret qui peut être atteint dans la réalité de chaque individu au travers de ses actions quotidiennes. Ce n'est pas un bonheur abstrait, mais un état d'accomplissement profond et durable qui dépend de la manière dont on vit dans la société et avec soi-même. Aristote souligne que la vie bonne est une vie vécue selon la vertu, une vie dans laquelle l'individu agit de manière juste et raisonnable, en harmonie avec les autres et avec la nature. La vertu, pour Aristote, consiste à trouver un juste milieu entre les extrêmes. Le courage, par exemple, est la vertu qui se trouve entre la lâcheté et la témérité, la générosité entre l'avarice et la prodigalité. Aristote voit la vertu non pas comme un idéal abstrait, mais comme une habitude, un mode de vie fondé sur la pratique. C'est à travers la répétition d'actions vertueuses que l'individu forge son caractère et atteint l'équilibre. La vertu n'est pas un état d'esprit unique, mais une série de choix pratiques, réfléchis et appropriés aux circonstances de la vie. Cette conception du juste milieu fait écho à l'idée que la moralité n'est pas une question de règles rigides ou de prescriptions absolues. Au contraire, Aristote croit que la moralité doit s'adapter aux situations spécifiques de la vie humaine. Une personne sage et vertueuse est celle qui sait choisir la bonne action au moment approprié, dans un cadre réaliste et mesuré. Ce rejet des absolus et de l'idéalisme de Platon constitue un des aspects les plus marquants de la philosophie d'Aristote. Mais l'éthique aristotélicienne ne se limite pas à la recherche personnelle du bonheur. Elle s'étend également à la manière dont les individus interagissent dans la société. Aristote croit que l'épanouissement personnel
ne peut être atteint sans tenir compte du bien-être de la communauté. L'homme est un animal politique par nature, ce qui signifie que l'individu ne peut se réaliser pleinement que dans le cadre d'une vie sociale et politique. Pour lui, une vie accomplie passe par la participation active à la communauté, par l'engagement dans la politique et la recherche du bien commun. Dans la politique, Aristote examine les différentes formes de gouvernance et les compare en fonction de leur capacité à assurer le bien-être collectif. Il analyse les régimes tels que la monarchie, l'aristocratie, la démocratie, mais aussi leurs dérivés corrompus comme la tyrannie, l'oligarchie et la mobocratie. Pour lui, la politique est avant tout l'art de gouverner pour le bien de tous. Non, pas pour les intérêts d'un seul ou d'un petit groupe. Il insiste sur la nécessité d'une constitution équilibrée, qui prenne en compte les différentes classes sociales et favorise la justice pour tous. Aristote n'adhère pas à la vision idéale et utopique de Platon, selon laquelle il suffirait d'instaurer un gouvernement dirigé par des philosophes rois. Il est plus pragmatique et se concentre sur l'étude des régimes existants dans le monde grec. Il analyse les forces en présence dans chaque cité et les structures qui permettent ou non d'atteindre la justice et la stabilité. Pour Aristote, il ne s'agit pas de fonder un modèle de gouvernement parfait, mais d'examiner ce qui fonctionne réellement dans un contexte particulier et d'améliorer les institutions en fonction des besoins de la société. Sa réflexion politique repose aussi sur une éthique civique qui voit l'éducation des citoyens comme essentielle à la bonne marche de la cité. Aristote soutient que pour qu'une démocratie fonctionne, ses citoyens doivent être éduqués à la vertu, au respect des lois et à la justice. Ce n'est qu'en élevant moralement les individus qu'il est possible de bâtir une société juste. La politique et l'éthique sont donc intimement liées dans la pensée d'Aristote, et c'est en intégrant les deux qu'il propose une vision de la vie publique et personnelle fondée sur l'équilibre, la vertu et la recherche du bien-être collectif. Aristote se distingue ainsi de Platon, qui privilégiait une approche plus théorique et idéaliste de la politique, en proposant une vision plus réaliste et ancrée dans les réalités sociales et humaines. Platon rêvait d'une cité idéale gouvernée par une élite philosophique, tandis qu'Aristote préconise une politique pratique, fondée sur l'observation des constitutions réelles et sur le respect des principes moraux appliqués à des situations concrètes. L'influence d'Aristote sur l'éthique et la politique est immense, et sa réflexion reste une référence importante dans la philosophie occidentale. Sa manière de lier la recherche du bonheur individuel à la vie sociale, son insistance sur la vertu comme juste milieu et son approche pratique de la politique ont traversé les siècles et continuent de nourrir les débats modernes sur la morale, la politique et la gouvernance. La contribution d'Aristote à la science est l'une des plus durables dans l'histoire de la pensée humaine. Bien loin de se cantonner à la philosophie abstraite, Aristote a également marqué des avancées majeures dans des domaines tels que la biologie, la logique et la métaphysique, établissant des fondations qui continuent d'influencer la pensée moderne. Là où d'autres philosophes se contentaient de spéculations théoriques, Aristote s'efforçait de comprendre le monde naturel à travers l'observation et l'analyse systématique des phénomènes. Aristote s'intéresse tout particulièrement à la biologie, un domaine dans lequel il réalise de nombreuses observations sur les animaux, les plantes et les processus biologiques. Il se distingue par sa volonté de classifier et d'étudier les êtres vivants selon des critères précis, comme la reproduction, l'anatomie et les comportements. Dans ses travaux, notamment dans Histoire des animaux, il présente des descriptions détaillées de centaines d'espèces, qu'il classe en fonction de leurs caractéristiques communes. Il établit une distinction entre les animaux à sang et ceux à sang froid, et il observe leur comportement en fonction de leur environnement. Sa démarche repose sur l'observation directe et la collecte minutieuse d'informations, une approche empirique bien avant que la méthode scientifique ne soit formalisée. Bien que certaines de ses théories se révéleront incorrectes, comme sa croyance en la génération spontanée, ses travaux constituent néanmoins les prémices d'une étude plus rigoureuse de la biologie et des espèces. Aristote est également à l'origine d'une des plus grandes innovations intellectuelles, la création de la logique formelle. Avant lui, les raisonnements étaient souvent pratiqués de manière intuitive, mais il a été le premier à en faire une discipline à part entière. Dans son ouvrage Organon, il pose les bases d'une logique rigoureuse, fondée sur des principes formels et des règles qui permettent d'analyser et de structurer les raisonnements. Il invente le syllogisme,
une forme de raisonnement, déductif qui devient un instrument fondamental dans l'art de la pensée logique. Par exemple, si nous partons des prémices « tous les hommes sont mortels et Socrate est un homme », la conclusion qui en découle est « Socrate est mortel ». Ce raisonnement formel, applicable à tous les domaines de la pensée, est la base de ce que nous appelons aujourd'hui la logique syllogistique. Cette approche de la logique, systématique et organisée, influence profondément la philosophie et les sciences humaines. Aristote n'enseignait pas seulement la logique comme une simple méthode de raisonnement, mais comme un outil pour structurer la pensée et l'argumentation de manière rigoureuse. Cette logique formelle devient un fondement incontournable dans la pensée occidentale et se poursuit au-delà du Moyen-Âge, où elle est intégrée à la philosophie chrétienne et à la science moderne. En métaphysique, Aristote se distingue par sa recherche des causes premières et des principes qui régissent l'univers. Pour lui, il est essentiel de comprendre non seulement ce qui existe, mais pourquoi cela existe. Il propose une théorie des 4 causes pour expliquer le changement et le mouvement dans la nature. La cause matérielle est ce dont une chose est faite. La cause formelle est la structure ou la forme de l'objet. La cause efficiente est le processus qui permet sa production. Et la cause finale est la raison d'être de cet objet, son but. En appliquant cette théorie à l'ensemble du monde naturel, Aristote cherche à expliquer le fonctionnement des choses de manière plus complète et détaillée que ses prédécesseurs, qui se concentraient souvent sur une cause unique. L'un des concepts les plus importants qu'Aristote introduit est celui de la cause première ou moteur immobile. Selon lui, toute chose en mouvement dans l'univers doit avoir une cause, et il doit y avoir une première cause non causée, qui lance le mouvement sans elle-même en être le résultat. Ce moteur immobile est un principe pur et nécessaire, qui est la source de tout ce qui existe. Cette idée de cause première va profondément influencer la philosophie et la théologie, notamment chez des penseurs comme Thomas d'Aquin, qui chercheront à concilier la pensée aristotélicienne avec la doctrine chrétienne. Bien que certaines de ces idées ayant été dépassées par les découvertes modernes, notamment en biologie et en physique, la méthode scientifique d'Aristote et ses principes de raisonnement ont jeté les bases de la recherche systématique. Sa manière d'observer et d'étudier la nature de façon empirique a ouvert la voie aux sciences naturelles, et son approche de la logique a structuré la pensée occidentale pendant des siècles. Son insistance sur l'observation des phénomènes et sur la collecte de données reste une valeur fondamentale dans la pratique scientifique contemporaine. Dans le domaine de la biologie, bien que ses théories sur la reproduction et le développement des organismes aient été révisées par la suite, Aristote a établi un cadre méthodologique pour l'étude des êtres vivants. Il a reconnu la diversité des espèces et a cherché à comprendre les raisons de leur diversité en observant leurs caractéristiques physiques, leurs habitudes et leurs environnements. Ces travaux ont ainsi constitué un premier pas vers la compréhension systématique de la nature. Sa contribution à la métaphysique, notamment son concept de cause et de finalité, continue de nourrir les débats philosophiques modernes sur la nature de l'être et de l'existence. Les questions qu'il pose sur le pourquoi et le comment des choses ont influencé des siècles de réflexion sur le sens de la vie, l'origine de l'univers et le but de l'existence humaine. De nombreux penseurs à travers les âges se sont inspirés de sa manière d'aborder le monde en cherchant à comprendre les causes et les raisons derrière tout ce qui existe. En fin de compte, Aristote ne se contente pas de proposer des théories ou des spéculations abstraites. Il nous invite à regarder le monde, à observer ce qui nous entoure et à comprendre les principes qui régissent la nature et le raisonnement humain. Son œuvre a eu un impact durable, et ses idées continuent de former une part essentielle de la base de la pensée scientifique et philosophique jusqu'à aujourd'hui. L'influence d'Aristote dans la science et la logique reste incontestée, et sa méthode d'analyse et de classification a ouvert la voie à l'étude du monde naturel et de la pensée rationnelle, des siècles avant que ces domaines ne soient formellement définis comme nous les connaissons aujourd'hui. La relation entre Aristote et Alexandre est l'une des plus fascinantes de l'histoire. Lorsque Philippe II confia l'éducation de son fils à Aristote, il ne savait pas seulement que ce dernier formerait un futur roi, mais aussi un des plus grands conquérants de l'histoire. Les années passées par Alexandre sous la tutelle de son maître ont été marquées par l'enseignement de la philosophie, mais aussi par des réflexions profondes sur le pouvoir, la politique et la gouvernance. Aristote, avec sa vision philosophique, a profondément influencé la manière dont Alexandre allait percevoir son rôle de souverain et la gestion de son empire.
Sous l'influence d'Aristote, Alexandre reçut une éducation rigoureuse en sciences, en éthique et en philosophie politique. L'un des aspects essentiels de l'enseignement d'Aristote résidait dans la compréhension des peuples et des cultures qu'Alexandre rencontrerait lors de ses conquêtes. Aristote lui apprit que pour gouverner un empire aussi vaste et diversifié, il ne suffisait pas de conquérir par la force, mais qu'il fallait aussi comprendre et respecter les coutumes des peuples soumis. Ce principe de gouvernance interculturelle allait se refléter dans les politiques d'Alexandre, notamment dans son approche vis-à-vis des Perses et d'autres civilisations. Contrairement à d'autres conquérants, Alexandre chercha à intégrer les peuples qu'il rencontrait, encourageant les mariages mixtes et favorisant une cohabitation des cultures. Aristote lui enseigna que la richesse d'un empire ne réside pas seulement dans sa domination militaire, mais dans sa capacité à unir des peuples et des cultures sous une même bannière. Cependant, cette relation entre maître et élève n'était pas exempte de contradictions. Aristote, bien qu'enseignant la vertu et la justice, avait des réserves sur l'exercice du pouvoir absolu. Il croyait que le souverain devait être guidé par la sagesse et l'éthique, et que la gouvernance devait être fondée sur la recherche du bien commun. Mais Alexandre, bien qu'il ait été formé dans cette perspective, choisit souvent de suivre des méthodes plus directes et impitoyables pour affirmer son autorité. Les guerres de conquête d'Alexandre, sa volonté de subjuguer de vastes territoires et d'imposer son pouvoir absolu, ne correspondaient pas toujours à l'idéal aristotélicien d'un gouvernement juste et mesuré. Pour Aristote, un leader devait incarner la vertu et la justice, et il pensait que la monarchie pouvait être un bon régime, à condition qu'elle soit exercée par un roi vertueux. Cependant, il avait une vision plus complexe du pouvoir, et il voyait dans l'exercice du leadership une responsabilité envers la communauté. Le philosophe estimait que les dirigeants ne devaient pas gouverner pour leur propre gloire, mais pour le bien-être collectif. Il prônait une approche équilibrée, où le pouvoir devait être exercé dans le respect des lois et de la morale. D'un autre côté, Alexandre, bien qu'éduqué selon les principes de son maître, adopta une forme de gouvernance plus autoritaire et pragmatique, cherchant à étendre son empire et à exercer une domination totale sur ses sujets. Il n'hésitait pas à imposer sa volonté, parfois en dépit des principes aristotéliciens, notamment en raison de son ambition démesurée et de son désir de gloire. Malgré ces différences, il est indéniable que l'influence d'Aristote a marqué la façon dont Alexandre a perçu son rôle en tant que souverain. Si Alexandre a pu être un conquérant impitoyable, il a également été un visionnaire, cherchant à fusionner les cultures et à créer un empire multiethnique. Cette démarche s'inscrit dans la pensée d'Aristote, qui croyait en la nécessité de comprendre et de respecter les différences culturelles pour parvenir à une gouvernance harmonieuse. Alexandre n'a pas simplement cherché à imposer la culture grecque, mais a encouragé une intégration des différentes traditions et pratiques des peuples conquis, par exemple en favorisant les mariages mixtes entre Grecs et Perses ou en respectant les religions locales. Ce contraste entre l'éthique aristotélicienne et les actions d'Alexandre soulève des questions sur la relation entre la philosophie et la réalité politique. Aristote considérait la politique comme une science morale, fondée sur la recherche de la justice, tandis qu'Alexandre, tout en ayant été formé selon ces principes, choisit souvent de les ignorer pour étendre son pouvoir. Pourtant, les idéaux aristotéliciens semblent avoir eu une influence sur la manière dont Alexandre a structuré son empire, notamment dans son ouverture à la diversité culturelle et dans son idée que le roi devait jouer un rôle éclairé et sage. En matière de leadership, Aristote mettait l'accent sur la nécessité pour les dirigeants de posséder des vertus telles que la justice, la modération et la prudence. Il estimait que la monarchie pouvait être un régime juste, mais seulement si elle était exercée par un roi guidé par la raison et la sagesse. Selon lui, un leader devait toujours chercher à promouvoir le bien-être de ses citoyens et à agir avec modération, en évitant les excès de pouvoir et de cruauté. En revanche, Alexandre, bien qu'éduqué dans cette tradition, a parfois choisi de gouverner par la force, la terreur et la conquête. Sa politique expansionniste et son ambition de créer un empire mondial semblaient parfois contredire les idéaux aristotéliciens d'un pouvoir modéré et équilibré. Cela dit, Alexandre n'était pas totalement en décalage avec les enseignements d'Aristote. L'influence de son maître se manifesta dans la manière dont il chercha à intégrer les peuples conquis, à favoriser des échanges culturels et à établir des fondations intellectuelles,
comme la création de villes grecques et la promotion de la culture hellénistique. Alexandre comprenait que la création d'un empire stable nécessitait non seulement la conquête militaire, mais aussi la construction d'un terreau culturel et philosophique commun. Cela reflétait en partie les idées d'Aristote sur l'importance d'un leadership éclairé, qui cherche à unir les peuples sous des principes de justice et de sagesse. Malgré les divergences dans leurs approches, l'héritage d'Aristote sur Alexandre se manifeste aussi dans l'importance qu'il accorda à la science et à l'apprentissage. Alexandre, sous l'influence de son maître, chercha à propager la culture grecque et les connaissances philosophiques à travers son empire, établissant des bibliothèques et encourageant les échanges intellectuels. Ces actions démontrent l'impact durable de l'éducation aristotélicienne sur la vision qu'Alexandre avait de son empire et de son rôle en tant que souverain. En définitive, bien que les pratiques politiques et militaires d'Alexandre aient parfois divergé des enseignements d'Aristote, la relation entre les deux hommes a eu un impact profond sur la manière dont l'empire macédonien a été gouverné. Aristote, avec sa vision de la politique et de la gouvernance, a laissé une empreinte indélébile sur le jeune Alexandre, qui, malgré ses excès, a su intégrer des éléments de cette sagesse dans la construction de son empire et dans sa politique de conquête culturelle. Les idées d'Aristote, tout en étant théoriques, ont trouvé une application pragmatique dans la réalité du pouvoir, et leur influence sur le leadership d'Alexandre continue de résonner à travers les âges. Les dernières années d'Aristote furent consacrées à l'écriture et à l'enseignement. Après avoir fondé le lycée à Athènes, il se consacra pleinement à son œuvre, produisant des textes qui marqueraient à jamais l'histoire de la philosophie et des sciences. C'est durant cette période que ses idées atteignirent leur pleine maturité et qu'il parvint à systématiser de nombreuses disciplines. Bien que ses œuvres aient abordé une multitude de sujets, de la biologie à la politique en passant par la logique, c'est sa capacité à organiser la connaissance de manière cohérente qui a laissé un héritage durable. Son approche empirique, qu'il appliqua à l'étude du monde naturel, allait influencer la pensée scientifique pendant des siècles. Le lycée, fondé par Aristote en 336 AVC, devint un véritable centre de recherche et de réflexion. Contrairement à l'Académie de Platon, où l'accent était mis sur la spéculation théorique, Aristote privilégiait une méthode basée sur l'observation et l'expérience. Ses leçons s'étendaient bien au-delà de la philosophie, abordant des domaines aussi variés que les sciences naturelles, la métaphysique, l'éthique et la politique. Son travail sur la logique, en particulier son organon, établit les bases de la logique formelle, une discipline qui influencera profondément la pensée occidentale, et ce pendant plus de 2000 ans. Au-delà de la logique, Aristote porta une attention particulière à l'étude des phénomènes naturels. Dans ses travaux sur la biologie, il chercha à comprendre les êtres vivants à travers une classification systématique, posant les bases de la biologie moderne. Même si certaines de ses théories ont été réfutées avec le temps, sa démarche d'observation et de classification influença durablement les sciences naturelles. Ses observations détaillées sur la reproduction, l'anatomie et le comportement des animaux, qu'il documenta dans son Histoire des animaux, représente l'une de ses plus grandes contributions à la science de la nature. Cependant, c'est son œuvre philosophique qui a laissé une empreinte indélébile. Dans ses écrits sur la politique et l'éthique, Aristote chercha à définir ce qui constitue une vie vertueuse et une société juste. L'une de ses idées centrales était que l'homme est un animal politique par nature, destiné à vivre en société pour réaliser son potentiel humain. Il considérait que la politique devait viser le bien commun et non l'intérêt personnel d'un souverain ou d'un groupe. Il proposa différentes formes de gouvernement, explorant les avantages et les inconvénients de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. Selon lui, le meilleur régime était celui qui permettait aux citoyens de vivre dans la vertu et la justice. Cependant, son travail sur la politique allait bien au-delà des théories abstraites. Il chercha à comprendre comment les différents systèmes politiques fonctionnaient réellement et comment ils pouvaient être améliorés pour promouvoir le bien-être de la société. Lorsque Aristote mourut en 322 AVC, il laissait derrière lui une œuvre vaste et diverse. Mais son influence ne se limita pas à la Grèce antique. Ses idées furent rapidement adoptées et adaptées par les philosophes et théologiens romains, puis redécouvertes au Moyen-Âge par des penseurs comme Thomas d'Aquin, qui intégra la pensée aristotélicienne dans la théologie chrétienne. Pendant des siècles, Aristote fut la figure centrale de l'enseignement philosophique en Europe
et sa logique devint la pierre angulaire de la scolastique médiévale. La redécouverte de ses œuvres pendant la Renaissance donna lieu à un renouveau de la philosophie aristotélicienne, marquant une époque de grands progrès intellectuels. Les humanistes, cherchant à renouer avec les idéaux de l'Antiquité, réétudièrent les textes d'Aristote et tentèrent de les concilier avec les découvertes nouvelles dans les sciences et la pensée. Le grand philosophe continua d'influencer des penseurs de la Renaissance, comme Léonard de Vinci et Michel de Montaigne, qui voyaient en lui un modèle de réflexion critique et de compréhension systématique du monde. Au-delà de la Renaissance, Aristote resta une figure incontournable de la philosophie. Son influence se manifesta à travers l'essor de la pensée moderne, bien que ses théories aient été mises à l'épreuve par de nouvelles découvertes scientifiques et philosophiques. Au XVIIIe siècle, des philosophes comme René Descartes et Immanuel Kant critiquèrent certaines de ses idées, notamment en ce qui concerne la métaphysique et la physique, mais même leurs critiques furent formulées en réponse aux défis posés par ces conceptions. Les débats sur ces théories ont continué à nourrir la réflexion philosophique, prouvant que ses travaux étaient loin d'être épuisés. Les contributions d'Aristote à l'éthique et à la politique continuent également de nourrir les débats contemporains. Ses réflexions sur la vertu, la justice et le bonheur sont au cœur des discussions modernes sur la moralité et la gouvernance. Son éthique, centrée sur la recherche du bien et de la bonne vie, a ouvert la voie aux théories éthiques contemporaines, dont celles de philosophes comme Alasdair MacIntyre. De même, son travail sur les formes de gouvernement et la place de l'individu dans la société continue d'influencer les théoriciens politiques. Même dans les sciences naturelles, l'héritage d'Aristote reste présent. Bien que la science moderne ait largement rejeté ses théories en physique, ses méthodes d'observation et de classification ont eu une influence durable. La biologie, la médecine et la géologie ont hérité de sa manière de procéder par observation minutieuse et classification systématique des phénomènes. C'est à travers cette méthode qu'Aristote a contribué à fonder la science empirique, même si ses conclusions ont été affinées et parfois corrigées par les progrès de la science moderne. Aujourd'hui encore, Aristote est une référence centrale dans la philosophie et les sciences humaines. Ses œuvres continuent de faire l'objet de recherches et de réinterprétations. Les philosophes et les scientifiques puisent encore dans sa pensée pour trouver des réponses aux questions fondamentales sur la nature, la politique et l'éthique. Aristote reste l'un des plus grands penseurs que l'histoire ait connu, et son œuvre continue d'éclairer les générations à venir. L'impact d'Aristote sur la philosophie et d'autres disciplines est véritablement incommensurable. À travers ses écrits, ses enseignements et sa méthodologie rigoureuse, il a laissé une marque indélébile sur la pensée humaine. Son influence ne s'est pas limitée à la philosophie, mais s'est étendue aux sciences naturelles, à la logique, à la politique, à l'éthique et à bien d'autres domaines. Même si certaines de ses idées ont été remises en question, adaptées ou même abandonnées au fil du temps, son œuvre reste un pilier essentiel de la pensée occidentale. L'un des aspects les plus remarquables de son héritage est la manière dont il a systématisé et organisé la connaissance, ouvrant ainsi la voie à une multitude de disciplines qui continuent à se développer selon ses principes. Dans le domaine de la logique, Aristote a fondé les bases du raisonnement formel avec son organon, qui est resté pendant des siècles le texte de référence pour les philosophes et les scientifiques. Son système de syllogisme, qui repose sur des prémices et des conclusions, a eu une influence déterminante sur le raisonnement logique et la démonstration des fondations qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Son approche méthodologique, fondée sur la déduction et l'analyse rigoureuse des faits, a permis de structurer la pensée de manière systématique, et son influence se retrouve jusque dans les théories contemporaines de la logique et de la science. En biologie, Aristote a posé les bases de l'observation systématique du monde naturel, même si ses classifications des espèces vivantes et ses théories sur la biologie ont été largement dépassées par les découvertes modernes. Sa méthode empirique, qui privilégiait l'observation minutieuse et la classification des phénomènes naturels, reste un modèle de recherche scientifique. Aristote a été l'un des premiers à tenter de décrire les caractéristiques des êtres vivants, à analyser leur comportement et à les classer selon des critères fonctionnels et observables. Bien que ces découvertes aient été corrigées par la science moderne, sa vision de l'étude de la nature comme un domaine méthodologique fondé sur l'observation reste essentielle dans l'évolution des sciences. Quant à sa pensée politique, elle continue d'influencer les débats sur le rôle de l'État
et de l'individu dans la société. Aristote a introduit des concepts qui ont traversé les siècles, comme l'idée que l'homme est un animal politique, par nature destiné à vivre en société. Selon lui, la politique doit viser le bien-être collectif et permettre aux citoyens de mener une vie vertueuse. Même si ces théories sur les régimes politiques ont été remises en question, notamment avec les évolutions démocratiques et républicaines modernes, ces réflexions sur les différentes formes de gouvernement continuent de nourrir les débats contemporains. Aristote croyait que l'idéal politique était celui qui permettait aux citoyens de participer à la vie publique, de pratiquer la vertu et de promouvoir le bien commun. Cette idée d'une politique orientée vers la justice et le bien-être reste au cœur des préoccupations des théoriciens politiques d'aujourd'hui. Son influence est également perceptible dans l'éthique, où sa recherche du bonheur et de la vertu a fait de lui l'un des plus grands philosophes de la tradition morale. Aristote a soutenu que l'objectif de la vie humaine est d'atteindre l'eudaimonia, le bonheur, qui résulte de l'exercice des vertus et de la conduite d'une vie rationnelle. Contrairement à d'autres écoles de pensée qui privilégient la renonciation ou la recherche du plaisir, Aristote mettait l'accent sur la modération, l'équilibre et la recherche du juste milieu. Aujourd'hui, son éthique continue d'inspirer de nombreux philosophes, notamment ceux qui s'intéressent à la moralité appliquée et à la question du bien-être humain. Des penseurs contemporains ont réhabilité sa vision du bonheur comme un accomplissement personnel et social, soulignant que le véritable bien-être réside dans la pratique des vertus et l'épanouissement de la raison. L'héritage d'Aristote, loin de se limiter à une époque révolue, reste d'une grande pertinence dans notre monde moderne. La manière dont il a structuré la pensée et la connaissance continue d'être une référence pour les scientifiques, les philosophes et les politiciens. Même si les grandes révolutions intellectuelles qui ont suivi sa mort ont souvent remis en cause certaines de ses idées, la rigueur de sa méthode et la profondeur de ses réflexions sur la nature, l'éthique, la politique et la logique ont laissé une empreinte durable sur toutes les générations qui l'ont suivi. Sa capacité à interroger le monde avec une curiosité insatiable et à organiser les connaissances de manière cohérente reste un modèle pour toutes les disciplines intellectuelles. Aujourd'hui encore, Aristote continue d'influencer les réflexions contemporaines sur des questions aussi variées que la gouvernance, la justice sociale, la biologie, la logique et la morale. Ces idées trouvent des échos dans les débats modernes sur le rôle de l'individu dans la société, la quête de sens et la responsabilité des gouvernements envers leurs citoyens. La pensée aristotélicienne, avec sa vision de l'homme comme un être rationnel, politique et moral, continue d'orienter nos réflexions sur la société et sur ce que signifie mener une bonne vie. Aristote nous enseigne que la recherche du bonheur, la pratique de la vertu et l'engagement dans la communauté sont essentiels pour l'épanouissement de l'individu et de la société. En fin de compte, l'œuvre d'Aristote reste une source intarissable d'inspiration et de réflexion. Ses enseignements, qu'il porte sur la nature, l'éthique, la politique ou la logique, continuent de nous guider dans notre compréhension du monde et de nous-mêmes. La philosophie d'Aristote nous rappelle que la sagesse réside dans l'équilibre et dans la recherche constante de la vérité, et que la pensée humaine, quand elle est menée avec rigueur et ouverture, peut contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus vertueux. Son héritage est bien vivant, et sa pertinence ne cessera de croître tant que l'humanité cherchera à comprendre le sens de sa propre existence et son rôle dans le monde.